Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, nous avons une émission spéciale avec notre ami Pierre Le Vigan, journaliste et essayiste, auteur de 18 livres. Nous avons intitulé cette émission notre tour de table Taïwan face à l'irrédentisme chinois. Bonsoir Gilbert et bonsoir à tous. Alors, je pense qu'un certain nombre d'auditeurs et de téléspectateurs ont entendu un certain nombre de déclarations qui concernaient Taïwan. Alors, il y a un général américain qui a expliqué que dans 5 ou 6 ans, la Chine la Chine populaire, sera en mesure d'envahir Taïwan de manière relativement facile militairement, en tout cas avec un rapport de force tellement favorable que, selon ce général américain, Taïwan ne pourra pas faire grand-chose. Entre-temps, les observateurs, les lecteurs de revues comme Conflit ou d'autres sites ont pu voir qu'il y a régulièrement de plus en plus d'incursions aériennes dans l'espace d'avions de la République populaire de Chine, la RPC, dans l'espace aérien de Taïwan qui font en quelque sorte de la provocation et qui obligent les chasseurs taïwanais à se mettre en état d'alerte. Donc en fait, la Chine populaire teste en quelque sorte les défenses. Voilà, alors quand on regarde une carte, on comprend qu'effectivement Taïwan est une île qui en quelque sorte barre à la Chine populaire l'accès au grand large, barre en tout cas partiellement, hein, c'est quand même assez clair. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on a appelé dans le titre de notre émission un irrédentisme chinois. Alors, pour avoir un ordre d'idée quand même des choses, hein, petite présentation, qu'est-ce que c'est que Taïwan géographiquement? Exactement. Bon, Taïwan, c'est grand à peu près comme la Bretagne, hein, donc comme 4 ou 5 départements français, hein, pour situer un petit peu. Bon, ça fait à peu près, c'est une île tout en longueur, orientée nord-sud, hein, ça fait à peu près 400 km du nord au sud, et dans sa largeur maximum, ça ne dépasse guère les 150 km. Et par ailleurs, cette île n'est qu'à 150 km de la côte chinoise, hein, de la côte de la République populaire de Chine. Donc voilà un peu pour situer. Par ailleurs, bah, c'est une île très montagneuse, avec une chaîne de montagnes orientée nord-sud, une chaîne volcanique d'ailleurs en partie. Il y a d'ailleurs des tremblements de terre de temps en temps. Et les parties peuplées de Taïwan sont en fait sur le littoral. Alors le littoral oriental, c'est-à-dire le littoral plein Pacifique. Alors là, il n'y a pas grand-chose, parce que tout simplement, il y a des falaises qui tombent à pic, et donc la bande côtière est extrêmement limitée. C'est encore plus limité que, par exemple, ce qu'on appelle la bande d'Aléria en Corse. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, il y a une bande côtière plus généreuse de 20-30 km de largeur, côté occidentale, c'est-à-dire face à la Chine. Et c'est là qu'il y a toute la population, les principales villes, etc. La capitale, elle est plein nord, elle est tout au nord de l'île, c'est Taipei. Voilà. Quelques mots sur l'histoire un peu des relations entre Taïwan et le reste de la Chine. Est-ce que Taïwan, ça a toujours été la Chine? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. La population de Taïwan, c'est en fait avant tout des aborigènes. C'est la même population à l'origine qu'à Bornéo, en Malaisie et quasiment jusqu'en Polynésie. Ce sont des peuples qui se déplacent par la mer. Et en fait, il y a encore 4-5 siècles, il y avait fort peu de Chinois. Alors, il y a quand même des Chinois qui étaient arrivés vers le 7e siècle de notre ère, mais c'était pas occupé massivement par les Chinois. C'est une île qui a été entre guillemets, là c'est évidemment un propos qu'on peut considérer comme occidentalo-centriste, hein, qui a été entre guillemets découverte du point de vue des Européens, bien entendu, par des Portugais qui l'ont appelée Formose, ce qui veut dire tout simplement la belle île en portugais. Comme d'ailleurs Macao, qui est en Chine maintenant, l'île de Macao, qui a été aussi découverte par les Portugais. Voilà, qui est le grand navigateur comme on le sait.
Toutefois, ce ne sont pas les Portugais qui l'ont colonisé. Alors, ils ont fait un peu de commerce, hein, bien sûr, mais il y a eu une tentative de colonisation espagnole. En fait, les Espagnols sont restés essentiellement dans le nord de l'île et dans le même temps, les Néerlandais s'installaient dans le sud de l'île. Et finalement, dans les années 1600 et des poussières, les Néerlandais ont chassé, par un succès militaire, ont chassé les Espagnols. Donc il y a une petite période de Formose espagnole, mais ça a été ensuite une colonie néerlandaise. Et d'ailleurs, le nom de Taïwan a été donné par les Néerlandais. C'était en fait le nom d'un petit bourg à côté des implantations, des premières implantations coloniales des Néerlandais, ou si on préfère, des Hollandais, quoi, des habitants des Pays-Bas. Voilà donc ce qu'il en est. Et ensuite, Taïwan est revenu à la Chine dans les années 1680, d'abord à la dynastie Ming et ensuite à la dynastie Qing, puisqu'il y avait une rivalité entre deux dynasties, la dernière étant la dynastie Qing. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois, quand l'Empire de Chine a pris le contrôle, a acquis la maîtrise de Taïwan, méprisaient cette île qu'un empereur appelait un tas de boue. Voilà. Et les Chinois du continent distinguaient parmi les habitants les barbares cuits et les barbares crus. Alors, les barbares cuits, c'était les indigènes, mais à peu près assimilés, et les barbares crus, c'était les indigènes pas assimilés. Donc, il y avait vraiment un grand mépris des Chinois par rapport aux habitants de cette île, qu'ils considéraient vraiment comme des arriérés primitifs, extrêmement en retard par rapport à la belle civilisation de la Chine continentale. Donc, ce qui fait un peu sourire, parce qu'effectivement, maintenant, la Chine revendique Taïwan, mais ne rappelle pas que finalement, les Taïwanais, il y a 4 siècles, ils les distinguaient entre… de toute façon, ils étaient tous barbares, au mieux barbares cuits, vaguement assimilés, au pire barbares crus, c'est-à-dire pas assimilés, voire inassimilables. Donc, c'est assez amusant. Je n'ose pas penser si on utilise ces terminologies chez nous. Absolument. Absolument, à propos de… Voilà, absolument. Donc, bon, à partir de 1680, la Chine récupère Taïwan. Et donc devient chinoise. Vers 1800. Chinoise. Comment? C'est à cette époque que Taïwan devient officiellement devient chinoise. Alors, et en termes de population, bon, alors pour situer, dans les années 1800, Taïwan a déjà 2 millions, un tout petit peu plus de 2 millions d'habitants. Alors que 5 siècles auparavant, il y en a en gros 200 000, hein, à peu près. Qui sont ces habitants à partir de 1800? Alors déjà, l'île est largement sinisée. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une terre d'émigration des Chinois continentaux vers Taïwan. Bon, enfin, si on voit les choses de l'autre côté, Taïwan est une terre d'immigration des Chinois de la Chine continentale. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, comme l'arrivée des Chinois est massive et comme les Chinois qui arrivent sont surtout des hommes, ils se métissent avec les femmes originaires de Taïwan, qu'on appelait à l'époque plutôt Formose, qui elles sont plutôt des aborigènes non chinoises, mais disons que l'importance de l'arrivée des immigrants fait qu'il y a, par métissage successif, une population qui devient essentiellement chinoise. Et pour l'instant, on estime à 400 000 les habitants de Taïwan qui restent non chinois au plan ethnique sur une population qui actuellement est de 23 millions d'habitants. Donc, qui ont d'ailleurs un mouvement indépendantiste, mais on en parlera. Alors ça, on va l'aborder. Donc 2 millions d'habitants à peu près vers 1800 et un peu plus de 3 millions en 1900.
Alors, qu'est-ce qui se passe en 1895? Alors là, une chose importante parce que finalement, peu de temps après que Taïwan ait été assimilé à une province normale, ce qui n'allait pas de soi du point de vue de la Chine. Finalement, Taïwan devient une province normale à peu près vers 1885. Et chose évidemment où on voit que l'histoire parfois s'accélère, dès 1895, il se passe tout simplement une guerre entre la Chine et le Japon suite à différentes provocations du Japon. Guerre qui est gagnée par le Japon de manière militairement extrêmement nette. Et le Japon obtient un protectorat sur la Corée et il obtient la mainmise sur Taïwan. Alors, c'est le traité de Kimonoseki. Je ne prononce sans doute pas très bien, mais je n'ose pas prononcer, moi. Donc chacun pourra retrouver les références. Donc, évidemment, Taïwan est cédé au Japon suite à la défaite militaire de la Chine, qui est à l'époque l'Empire chinois. Alors, à ce moment-là, il se passe un épisode qui est souvent oublié, hein, mais finalement, c'est un mini-épisode déjà indépendantiste. C'est-à-dire qu'au moment où les Taïwanais savent qu'ils vont être vendus au Japon, donnés au Japon, eh bien, ils proclament leur indépendance. Et là, en fait, c'est la première république indépendante de Taïwan, la première république de Chine taïwanaise. Sauf que, évidemment, les Japonais ont tout à fait les moyens de faire respecter le traité qui leur a donné Taïwan et l'armée débarque et au bout de quelques mois, le temps que les Japonais s'organisent, la République de Taïwan disparaît et ça devient une colonisation japonaise, chose qu'elle restera pendant 50 ans jusqu'en 1945 avec un processus de japonisation, c'est-à-dire qu'en gros, les Taïwanais sont poussés à apprendre le japonais. D'ailleurs, dans les années 40, il y en a au moins un Taïwanais sur deux sur une population qui, entre-temps, a à peu près de 5 millions d'habitants. Il y a déjà un japonais sur deux qui parle, un Taïwanais sur deux qui parle le japonais et qui lit les journaux taïwanais, mais écrits en japonais. Mais Pierre, les Japonais ont investi quand même massivement dans l'île. Ils ont investi dans l'infrastructure de l'île. Donc, ils n'ont pas délaissé cette île. Ah oui, oui, tout à fait. C'était un enjeu important. Les Japonais ont construit des chemins de fer. Bon, de 1895 à 1945, c'est quand même une époque d'industrialisation. Donc, oui, oui, les Japonais en ont fait un des joyaux, si je puis dire, de leur empire. Hein. Et c'est vrai que quand on regarde une carte, Taïwan est un petit peu dans la continuité du chapelet d'îles que contrôlait à l'époque le Japon. Alors, donc, Seconde Guerre mondiale, le Japon a été peu d'immigration de population japonaise, hein, c'est-à-dire que la population de Taïwan reste majoritairement chinoise. L'immigration des Chinois est arrêtée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouveaux immigrants chinois depuis que c'est japonais, mais comme avant 1895, les Chinois sont arrivés en masse et se sont métissés, mais en sinisant la population de Taïwan, la population de Taïwan reste largement une population finalement métissée à dominante chinoise. Les Japonais eux-mêmes n'exportent pas beaucoup de Japonais, puisqu'en 1945, quand ils sont expulsés suite à la défaite du Japon et au retour de Taïwan à la Chine, dont on va parler, les Japonais sont 200 000 et évidemment, ils sont tous expulsés au Japon. Donc, vous voyez, tu vois, ils ne s'étaient pas implantés massivement. 200 000, c'était en fait un appareil administratif et économique et un peu militaire. Alors, 1945, donc, Taïwan retourne à la Chine, mais alors quelle Chine? La Chine dans quel état? Entre-temps, on sait ce qui s'est passé un petit peu en Chine. 1911, la révolution chinoise, la proclamation de la République avec Sun Yat-sen. Ensuite, une guerre civile, une tentative qui n'a pas marché de restaurer l'Empire. Ensuite,
cette guerre civile oppose Chiang Kai-shek, Du qui Kuomintang prend la nationaliste. suite de Sun Yat-sen comme patron de la République de Chine, et puis le Parti communiste chinois, dont l'un des principaux dirigeants est Mao Tse-tung, mais aussi Zhou Enlai, etc. Alors, dans le même temps, le Japon continue son expansionnisme par rapport à la Chine, et dès 1937, c'est une guerre ouverte qui succède à des guerres non déclarées, à des guerres larvées, et il y a une sorte d'unité qui est faite entre la Chine, entre les Chinois communistes de Mao et les Chinois qu'on appelle Chinois nationalistes du Kuomintang de Chiang Kai-shek. Simplement, quand le Japon capitule suite à la fois aux bombes atomiques et à l'entrée en guerre de l'URSS en 1945, quand le Japon capitule, la guerre civile reprend en Chine continentale entre les communistes et Chiang Kai-shek. Cette guerre est remportée par les communistes, en partie d'ailleurs pour des raisons liées à l'incapacité du Kuomintang de faire triompher une réforme agraire qui fait que finalement la masse des paysans chinois ne se rallie pas au Kuomintang. Bon, la Chine à l'époque, pour situer, elle a quand même déjà 500 millions d'habitants dans les années 40, donc c'est déjà une très grande puissance, enfin démographiquement, mais par contre fort peu industrialisée. Et donc il y a une guerre civile qui finit par être perdue par le Kuomintang de Chiang Kai-shek. Alors le Kuomintang se réfugie quelques mois dans la petite presqu'île de Hainan, qui est juste à côté du Vietnam, près du golfe du Tonkin. Il ne réussit pas à la tenir longtemps et il ne reste plus au Kuomintang que Taïwan en décembre 1949, où arrivent 2 millions de réfugiés, de partisans du Kuomintang avec leurs familles, femmes et enfants, etc., qui submergent, qui arrivent à 2 millions à Taïwan, qui à l'époque n'a guère que 6 millions d'habitants. Donc il y a un choc impressionnant, 2 millions par rapport à 6, ça fait quand même une forme d'invasion. Et Taïwan, ça se passe très mal. Il faut d'ailleurs rappeler un épisode peu connu mais extrêmement sanglant. Dès 1947, c'est-à-dire avant que Taïwan ne devienne le dernier bastion de Chiang Kai-shek. Dès 1947, il y a des émeutes qui font l'objet d'une répression extrêmement féroce à Taïwan, des émeutes de la population de Taïwan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le retour à la Chine en 1945 se fait d'une façon extrêmement brutale, où les Taïwanais se sentent méprisés, et certes, ils ne regrettent pas d'être une colonie japonaise, mais en même temps, les conditions dans lesquelles ils ont fait retour à la Chine se font sur un fond en quelque sorte de mépris et d'autoritarisme des autorités chinoises du côté de Chiang Kai-shek, qui fait qu'il y a des soulèvements violemment réprimés. Alors en 1949, l'arrivée de 2 millions de Chinois continentaux n'arrange rien et il y a une dictature du Kuomintang jusqu'en, sauf erreur, 1975, qui est la date de la mort de Chiang Kai-shek. Non, c'est exact. Il est mort en 1975. Donc. Alors, évidemment, cette dictature est loin d'être inactive. Donc, c'est une sorte de dictature d'extrême droite, comme il y en avait à l'époque aussi en Corée du Sud. À la Franco, si tu veux, pour l'Espagne, pour donner un ordre d'idée, c'est un peu une dictature à la Franco en Espagne. Oui, c'est un petit peu comparable, bien que ça ne fasse pas suite, contrairement à l'Espagne, à proprement parler, à une guerre civile. Exact. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la différence. Donc, c'est une dictature à la fois très rigoureuse et en même temps industrialiste qui transforme ce pays essentiellement rural en une puissance industrielle émergente. Mais en 1975, il y a encore du chemin à faire. Ce n'est pas encore un des 4 dragons asiatiques. Alors, à la mort de Chiang, un de ses fils prend la suite jusqu'à sa mort, qui doit être en 87 ou 88. Alors, un de ses fils prend la suite, dont l'itinéraire, je renvoie
nos auditeurs à Wikipédia, dont l'itinéraire est assez complexe, puisqu'en fait, l'un de ses fils a passé une bonne partie de sa vie dans l'URSS stalinienne et donc a une culture en quelque sorte de communiste stalinien, bien qu'il devienne un dirigeant nationaliste d'extrême droite en quelque sorte en tant que fils de Chiang Kai-shek, mais il a un itinéraire tout à fait curieux. En 88, à la mort du fils de Chiang Kai-shek, le pays se démocratise et devient, en quelques années, sort de l'état d'urgence, etc., sort des lois d'exception et devient en quelque sorte une démocratie pluraliste, essentiellement bipartisane. Et un des dragons, comme tu as dit, des 4 pays asiatiques à l'économie croissante et qui se développe très rapidement. Mais un petit retour en arrière. Donc, donc le Parti communiste prend le contrôle de la Chine continentale et il devient une république populaire. Et Taïwan devient, avec l'influx du Kuomintang nationaliste, devient la République de Chine. Donc à partir de 1949, nous avons 2 Chines. On a 2 Chines. Voilà, et qui internationalement sont reconnus. À l'époque, il n'y avait qu'une seule qui était reconnue par la communauté internationale. Voilà, alors donc il y a la RPC à partir de 1949, la République populaire de Chine, la Chine communiste, exact. Et la République de Chine, qui est Taïwan, qui occupe le siège de la Chine à l'ONU. C'est énorme. Mais on sait qu'en 1971, il se passe un certain nombre de choses. Il y a, alors sur le plan économique, il y a la suppression de la convertibilité du dollar en or, ce qui n'est pas rien, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Il y a la rencontre entre le président américain Nixon et Mao. Et il y a en quelque sorte le fameux rapprochement sino-américain. Si tu permets une interruption pour nos auditeurs les plus jeunes, à l'époque, c'est la Pan Am, la compagnie d'aviation américaine qui avait ouvert la première ligne pour la Chine, et ce fut une partie de ping-pong, pour l'anecdote, entre les Chinois et les Américains. Et en fait, après, les choses s'accélèrent, c'est-à-dire qu'à partir de 1979, le siège de la Chine à l'ONU passe de la République de Chine nationaliste à la Chine communiste et progressivement, la majorité des pays du monde vont cesser de reconnaître Taïwan comme la Chine et vont reconnaître la Chine populaire comme la seule Chine officielle. Et c'est pour cela, et comme la Chine populaire, de nouveau pour souligner ceci, insiste et ne reconnaît pas Taïwan comme la République de Chine, on a pris l'habitude, nos médias occidentaux ont pris l'habitude d'appeler Taïwan comme Taïwan, même si officiellement elle est toujours connue comme la République de Chine. Tout à fait. Alors ça effectivement, c'est le noyau dur, parce que à partir de 88 en gros, peu de temps avant d'ailleurs la chute du mur de Berlin, à partir du moment où Taïwan devient une démocratie, eh bien, au bout de quelques années, il y a des alternances démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a le Kuomintang fait face à un parti qui est plus proprement taïwanais, qui s'appelle le Parti démocrate progressiste, et il y a des alternances, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la présidence de la République et le gouvernement sont aux mains du Parti démocrate progressiste, et puis c'est de nouveau le Kuomintang. Et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, la présidente de la République, qui est une femme, c'est Tsai Ing-wen, qui est une femme issue du Parti démocrate progressiste. Alors, quelle est l'une des différences importantes pour le sujet qui nous intéresse entre ces deux partis? C'est que le Kuomintang n'est pas fermé à l'idée d'une réunification avec la Chine communiste, avec quelque chose qui pourrait être le principe, disons, comment dire, un État de système économique. Par contre, le parti de Madame Tsai, le Parti libéral progressiste, se veut indépendantiste taïwanais et donc serait prêt à proclamer l'indépendance
de Taïwan. Alors, la difficulté qui se pose, c'est que précisément proclamer l'indépendance de Taïwan en tant que telle, et non plus sous le nom de République de Chine, est considéré par la Chine communiste, par la RPC, comme une provocation, puisque ça voudrait dire en quelque sorte, nous ne sommes plus la Chine, nous ne sommes plus une fraction de la Chine avec une économie différente et un système politique différent, nous sommes tout simplement une île qui est et restera indépendante. Et ça, la Chine populaire a toujours dit que c'était un point de non-retour. En d'autres termes, les partisans de la proclamation de l'indépendance de Taïwan et non pas de l'option statu quo, c'est-à-dire que Taïwan continue de s'appeler République de Chine. Donc les partisans de l'indépendance de Taïwan proposent une voie qui stratégiquement est en fait la plus risquée, puisque c'est la voie la plus provocatrice par rapport à la Chine communiste, à la RPC, tandis que tant que le pas n'est pas franchi et que Taïwan s'appelle République de Chine, la porte, en quelque sorte, reste ouverte à un compromis dont l'esprit serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un État de système. Alors, comment excuse-moi de t'interrompre un peu pour souligner, pour clarifier ceci. La République de Chine, donc Taïwan, et la République populaire de Chine, toutes les deux revendiquent chacune la pleine et légitime souveraineté sur la totalité du territoire chinois. Chine continentale, y compris le Tibet, y compris le Turkestan, etc. Effectivement, donc en fait, il y a une contradiction ici, il y a une chose un peu bizarre, c'est que Taïwan a une indépendance administrative et politique par rapport au continent, mais son indépendance n'a jamais été proclamée, ni par le gouvernement de l'île, ni par celui du continent. Donc c'est assez. C'est-à-dire que la légitimité de Taïwan a toujours été en tant que République de Chine. Elle n'a jamais été affirmée exactement en tant que légitimité de Taïwan. Exactement. Alors, et la Chine. Une chose très importante, à mon avis, pour le coup, il nous faut aborder un aspect en quelque sorte idéologique et notamment comment nous-mêmes, moi-même par exemple, en tant que partisan du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comment on se positionne. Alors, ce qu'il faut voir, c'est quel est l'état d'esprit de Taïwan, des habitants de Taïwan. Alors justement, il y a eu toute une série de sondages et depuis 20 ans, on observe que le pourcentage des habitants de Taïwan qui se disent d'abord taïwanais avant de se dire chinois augmente de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse qu'il faut garder en tête. Ethniquement, il est bien évident que Taïwan est essentiellement peuplé de gens appartenant à l'ethnie chinoise, aux différentes ethnies chinoises. Culturellement, il est évident que Taïwan appartient à l'ensemble civilisationnel chinois. Néanmoins, dans la subjectivité collective des habitants de Taïwan, ils se veulent avant tout taïwanais. Ça ne veut pas dire qu'ils nient leur identité ethnique ou ethnoculturelle chinoise. Ça veut dire que fondamentalement, ils se projettent avant tout comme membres d'un peuple qui est celui de Taïwan et non pas comme annexe, comme morceau d'un grand peuple qui est le peuple chinois. Donc à partir de là, si on respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, force est de constater qu'il existe maintenant, de facto, une réalité populaire, une réalité nationale taïwanaise, et que s'ils étaient rattachés à la Chine communiste, eh bien en fait, il est évident qu'à chaque fois, quand on regarde tous les sondages, que ce serait contre le souhait d'une immense majorité des habitants de Taïwan. Ça, c'est incontestable. Ils veulent en fait rester indépendants de la Chine communiste, sachant que les systèmes du type un État, enfin les solutions du type un État de système économique restent extrêmement fragiles. On le voit par rapport à Hong Kong notamment, reste extrêmement fragile puisque à partir du moment où Taïwan appartiendrait à la République populaire de Chine,
il y aurait donc un contrôle militaire de Taïwan par la RPC, par les armées de la RPC, et à partir de là, la réalité de l'indépendance économique de Taïwan serait totalement biaisée, puisqu'il serait finalement extrêmement facile de prendre le contrôle des entreprises, etc. Donc, en vérité, on ne peut pas durablement considérer que Taïwan garderait son identité à la fois culturelle, économique et politique, qui est quand même basée sur le pluralisme, qui est quand même quelque chose de plus, qui nous agrée plus que le monopartisme de la Chine communiste. Et donc, du coup, ce pluralisme ne pourrait sans doute pas durer indéfiniment. Donc, il y a vraiment de plus en plus un refus de l'opinion publique taïwanaise de faire retour à la Chine. Si on résume que Taïwan se taïwanise et se forge de plus en plus une identité propre qui n'empêche pas que globalement, c'est vrai que Taïwan appartient avant tout à la civilisation chinoise, mais est-ce que sous prétexte qu'on appartient à la même civilisation, on doit faire allégeance à l'État qui est le principal des États représentant cette civilisation? Si on a une conception, ce qui est mon cas, plutôt fédéraliste, plutôt fédéraliste du rapport entre les peuples, la réponse c'est non. Ce sentiment d'être taïwanais est en train même d'être repris par les descendants des réfugiés chinois du Kuomintang. Donc c'est pour ça qu'il est en train de croître. Mais dans cette histoire, donc il y a ce sentiment nationaliste taïwanais anti-chinois, disons comme ça. Mais disons anti-chinois au sens de hostile au régime chinois actuel. Mais cela étant, vu la géographie de Taïwan, il y a quand même, un pays qu'on n'a pas mentionné encore, c'est-à-dire les États-Unis. Parce que Taïwan, géographiquement étant l'île qui, comme tu as dit au début de l'émission, bloque l'accès au grand large sur les mers de la Chine, est devenue pratiquement une petite base militaire américaine. Et on dirait que géopolitiquement et géostratégiquement, elle pourrait faire, et d'ailleurs elle fait avec la Corée du Sud et du Japon, et bien entendu à l'ouest, avec le Tibet et les autres pays, un pion dans l'encerclement de la Chine par les États-Unis. Oui. Donc, encerclement relatif, parce que bon, une tentative d'encerclement. La Chine a quand même des débouchés maritimes importants. Elle a aussi un rapport assez complexe, à la fois d'amitié et de rivalité avec la Russie. Disons que la Chine, pour l'instant, n'est pas encerclée, précisément parce qu'elle a choisi de se rapprocher de la Russie depuis plus de 10 ans. Mais est-ce que tu penses que les Américains, à terme, vont abandonner Taïwan est quand même ce qui bloque l'accès franc au grand large de la Chine. Il se trouve, d'ailleurs, tout le monde sait qu'il y a des expatriés chinois en nombre extrêmement important, notamment en Indonésie, etc. Expatriés chinois qui sont aussi des agents d'influence. Hein, donc, c'est… Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a eu une époque, dans les années 70, où Taïwan, à elle seule, avait un produit intérieur brut supérieur à la Chine continentale. Et oui, c'était, disons, à l'époque où la Chine faisait son grand bond en avant, mais se prenait les pieds un petit peu dans ce grand bond qui ressemblait presque à une sorte de guerre civile. Il y a eu une époque où le boom extraordinaire de Taïwan, au même moment où le Japon devenait ce qu'on avait appelé le troisième grand, le boom de Taïwan, le boom de la Corée, le boom du Japon, se sont faits au même moment, avec l'électronique, les semi-conducteurs, etc. Et il y a eu une petite période où les 18 ou 20 millions d'habitants de Taïwan produisaient plus que les Chinois, qui à l'époque étaient déjà 800 ou 900 millions.
on Mais en est bon, loin. Alors maintenant, il faut quand même savoir que le rapport Taïwan est une grande puissance économique. Hein, c'est que, oui, la 23e ou 24e puissance économique du monde. Néanmoins, en termes de produit intérieur brut, même si les statistiques, il faudrait voir exactement comment ils sont élaborés, enfin, ça donne quand même une idée. Il faut quand même voir que, vu le développement de la Chine ces dernières, notamment cette dernière décennie, on est quand même dans un rapport de force économique qui va à peu près entre de 1 à 150 ou de 1 à 200. mais en cas de guerre, Alors, quand on est dans un rapport de 1 à 200, en gros, sur le plan économique, ça veut dire qu'au plan militaire, on n'est pas très éloigné du même type de rapport. oui, Hein. mais Alors, militairement, on aura compris la fragilité de Taïwan de ce point de vue. je veux dire, Taïwan, sans l'aide externe des États-Unis et du Japon, ne peut pas tenir Voilà. tête à la Chine en cas de guerre. Donc la Alors, grande question, la question, effectivement, c'est que feront les États-Unis? est-ce que les États-Unis vont, pour l'instant, les États-Unis, même si pour eux, ils ne reconnaissent pas l'État de Taïwan en tant qu'État, mais ils ont beaucoup de relations avec eux, ils ont notamment des accords de défense. Les États-Unis, pour l'instant, ont des accords de défense avec Taïwan et protègent Taïwan, en tout cas, sont censés la protéger. Est-ce que ça durera indéfiniment dans la mesure où la Chine augmente ses moyens militaires dans ce secteur? Ça, nous ne le savons pas, mais c'est un petit peu cette question qui était abordée par le général américain quand il disait, en gros, dans 5 à 7 ans, Taïwan sera un fruit mûr et plus rien ne pourra empêcher les Chinois d'en prendre possession militairement et ensuite politiquement. À Alors, moins que les c'est vrai Américains que ne veulent risquer une c'est… guerre. À moins que les Américains ne veulent risquer une guerre. Ce que je doute. À moins que les Américains ne veulent risquer une guerre qui serait certes une guerre défensive, notamment si la République de Chine décidait de s'appeler officiellement République de Taïwan. Voilà. Pour l'instant, il n'y a qu'une quinzaine de pays qui reconnaissent encore Taïwan et des pays africains assez pauvres comme, comme République de Chine. Pourquoi? Parce que la Chine populaire a fait du passage de la reconnaissance de la République de Chine Une vers une condition sine qua reconnaissance non pour de la l'aide économique RPC chinoise. une condition pour leur intervention. Or, quand on Exact. sait le poids des interventions de la RPC un peu partout dans le monde et notamment en Afrique, on peut comprendre ce qu'il en est. Alors, récemment, il y a eu un épisode, c'était la guerre des ananas, c'est-à-dire que la Chine populaire, au dernier moment, a refusé l'importation d'ananas taïwanais. Donc, les Taïwanais, pour affirmer qu'ils n'étaient pas si gênés que ça par ce coup bas, se sont mis et se sont filmés en train de manger plein d'ananas pour montrer que bah non, les ananas ne pourriront pas, contrairement à ce qu'espèrent les méchants communistes de la RPC. Les ananas seront mangés massivement Pas par les les nanas, Taïwanais. pas les Et nanas, les ananas. Pas les nanas, les, les ananas. oui, tout à fait. Non, Donc, on en est là. Oh, il faut pas sous-estimer le danger. Le danger est réel parce que pour les États-Unis, lâcher Taïwan, c'est quand même fragiliser Japon et la Corée du son Sud. alliance avec le Japon, son alliance avec la Corée du Sud. Euh, c'est un secteur assez chaud. Il faut absolument oublier qu'il y a toujours eu de très mauvais rapports, alors là, qui remonte à des siècles du reste, hein, entre la Chine et le Vietnam. Hein, c'est vraiment, dès 75, il y a eu des affrontements militaires entre la Chine et le Vietnam. D'ailleurs, Donc, Le Vietnam qui a été aidé par la Chine pour sa guerre contre les États-Unis, tout à fait, s'est retrouvé à donner une dès raclée 75, monumentale à la Chine juste après la défaite des Américains. dès 75, le Vietnam fait monter ses divisions d'élite à la frontière sino-vietnamienne. Donc, rivalité Chine-Vietnam, question de Taïwan, c'est vrai que c'est réellement un point chaud.
qui peut être une cause d'une guerre qui peut être cause assez générale de la région. qui peut être cause d'une guerre. Que peut faire la France dans ce domaine? Bon, bah, la France ne fait pas grand-chose. Et l'Europe? L'Europe fait encore, enfin, l'Union européenne ne fait strictement rien. C'est vrai que le défi chinois est tel, parce que bon, la Chine est en passe de devenir, c'est quasiment une affaire de quelques années, hein, la première puissance mondiale, que personne n'ose soutenir franchement la cause de l'indépendance de Taïwan, bien que, à l'évidence, la majorité du peuple de cette île souhaite être indépendant. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme si on prend un exemple, si l'immense majorité des Sardes, bien qu'appartenant sans le moindre doute à la civilisation italienne, voulait être indépendant, bah, pour ma part, je considérerais que c'est peut-être triste, hein, du reste, mais qu'il faut prendre acte de cette volonté des habitants de la Sardaigne. Mais là, personne n'ose dire franchement qu'il faut effectivement respecter la volonté immensément majoritaire des habitants de Taïwan, parce que se mettre mal avec la Chine, c'est devenu extrêmement délicat. Taïwan, contrairement à la Corée, n'a pas d'arme ultime, hein, contrairement à la Corée du Nord, hein, j'entends, n'a pas l'arme atomique. Et même si l'armée taïwanaise fait régulièrement des exercices, et c'est visiblement une armée de très bon niveau, mais enfin, il est certain que le rapport de force sera de plus en plus défavorable à Taïwan, quoi. C'est absolument incontestable. Donc, pour conclure, au-delà de ce que nous on souhaite, il est très probable que Taïwan fera, comme Macao et Hong Kong, un jour ou l'autre fera partie de la Chine continentale, ou les États-Unis ne lâchent pas Taïwan et la République de Chine, et il y aura éventuellement une guerre. Donc, je te laisse la parole de conclusion, cher ami. Oui, donc alors pour l'intérêt de la paix dans le monde, c'est quelque chose à surveiller de près. C'est vrai que la Chine est déjà en train à supprimer quasiment, enfin, est en train de supprimer l'identité culturelle du Tibet. Il me semble que on aurait tout intérêt à mettre un coup d'arrêt quand même aux ambitions chinoises. Mais il est évident qu'aucune puissance européenne ne prendra le risque. Alors la France vend de l'armement à Taïwan, hein, mais ça n'ira pas plus loin. Le soutien à la cause de l'indépendance de Taïwan, comme soit sous le nom de République de Chine, soit sous le nom de République de Taïwan, n'ira jamais au-delà de ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire la vente de matériel militaire. Donc voilà où nous en sommes. Je dirais, alors sur un plan comme conclusion plus générale, je ferai quand même référence à quelque chose qu'il faut à mon avis toujours garder en tête, c'est qu'il ne peut pas y avoir de démocratie dans le gigantisme. La démocratie, c'est aussi une question de taille. Et je me réfère au concept du philosophe Olivier Rey. C'est-à-dire que si Taïwan a pu devenir une démocratie qui, comme toutes les démocraties de ce type, démocratie parlementaire, a bien entendu des limites et des défauts, enfin c'est quand même un régime pluraliste et c'est quand même quelque chose de préférable par rapport à un régime de monopartie, c'est tout de même aussi parce que c'est un pays à taille humaine. 23 millions d'habitants actuellement, et ça risque pas d'augmenter parce que le taux de fécondité des femmes est épouvantable, c'est 1,2 enfants par femme à Taïwan. Donc la population vieillit de plus en plus. Mais c'est vrai que Taïwan est à l'échelle, un peu comparable à la Suisse d'ailleurs, en termes de kilomètres carrés, est à une échelle où on peut avoir réellement des pratiques démocratiques. Il se trouve que la RPC ne peut pas être une démocratie. Et tous les grands États auraient intérêt, me semble-t-il, moi je suis un fervent partisan de la démocratie et du localisme, auraient intérêt à se décentraliser et à devenir en quelque sorte des confédérations.
Et si effectivement la Chine devenait une confédération permettant au Tibet de retrouver une très large autonomie, hein, et à Taïwan aussi, on pourrait peut-être là pour le coup envisager effectivement une réunification, mais sous la forme d'une très grande autonomie, à la fois politique et pas seulement économique, de chacun des espaces de la Confédération. Mais pour l'instant, la Chine reste un capitalisme d'État dirigé par un parti communiste, une structure totalitaire. Centralisme démocratique, pour utiliser Voilà, le terme qu'on connaît. enfin, dit démocratique. On comprend très bien que les Taïwanais n'aient absolument aucune envie de connaître le régime totalitaire qui est celui de la Chine, alors qu'eux-mêmes sont plutôt respectueux des droits de l'homme. Alors pour le coup, je ne suis pas partisan de la religion des droits de l'homme, mais pour le coup, on ne va pas se plaindre quand ceux-ci sont respectés, puisque ce n'est pas en l'occurrence, dans le cas de Taïwan, contradictoire avec le droit des peuples, puisque précisément, ce que veut le peuple de Taïwan, c'est le statu quo, c'est-à-dire rester indépendant. Donc pour le coup, là, il n'y a pas de contradiction. Donc comme quand il n'y a pas de contradiction, eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'opposer le droit des peuples aux droits des hommes. Donc, pour le coup, c'est une démocratie relativement respectueuse des droits de chacun, des droits des citoyens. Et c'est quand même un pays très efficace économiquement, avec un secteur tertiaire qui fait à peu près 55% de la population, 30% dans l'industrie, le reste dans l'agriculture. Bon, Un pays très efficace qui est passé en 70 ans pratiquement du Moyen Âge à un niveau de vie comparable à la Finlande, par exemple. ils ont eu un taux de croissance de 7% par an sur 20 ans. Absolument, C'est ce absolument, qui est incroyable. et absolument, tout en réussissant à passer d'une dictature en quelque sorte d'extrême droite à un régime euh, globalement de démocratie parlementaire. On peut conclure ici cette émission. Bien entendu, nos éditeurs, s'ils veulent, ils peuvent commenter sur ce que tu as développé dans la section, dans le champ des commentaires Tout à fait. de notre chaîne YouTube. Et ils peuvent bien entendu aimer la vidéo et s'abonner à notre chaîne. Donc Absolument. Et on peut voilà. même faire du ski à Taïwan, Et voilà, on ira faire du il ski y à a des Taïwan. montagnes de 3900 mètres, et donc malgré le climat très chaud, avec la mousson, etc., il y a quand même une station de ski. Et si on a le droit de voyager, Sachant qu'une grande réussite récente de la communication de Taïwan, ça a été de faire face de manière extrêmement efficace à la crise dite du Covid-19. et j'ajoute, malgré ce que disent nos médias et nos pseudo-experts, sans restreindre ni la démocratie, ni la liberté des citoyens. Tu as tout à fait raison de le rappeler, Gilbert. Et sur ce, on peut conclure cette émission.